Si on réfléchit bien à ce qui caractérise beaucoup de nos échanges et beaucoup de nos théories actuelles, c'est plus ou moins la notion de haine et la notion de combat. Et de fait, beaucoup de théories actuellement tournent autour de la phobie. Phobie de n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Ethnophobie, transphobie, homophobie, antisémitisme, il n'y a pas phobie mais c'est dedans, islamophobie, pourquoi pas christianophobie aussi tant qu'on y est, etc., etc. Et donc du rejet. Et parmi ça, souvent on va nous dire, à gauche il y a un comportement très progressiste, les phobies n'existent pas, très bien. Effectivement, théoriquement, le comportement progressiste devrait accepter beaucoup de choses et ne pas rejeter le reste. Du moins, c'est comme ça qu'on a un peu tendance à le décrire. Alors que le comportement conservateur donne envie de ne pas aller vers la nouveauté et donc quelque part peut conduire à réfréner ces changements, cette modernité. Alors d'accord, pas de problème. Par contre, il faut quand même souligner que dans les faits, ce qui se produit, c'est qu'on a une polarisation. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du racisme, actuellement, nous avons un racisme conservateur et un racisme progressiste. Enfin, qui se dit progressiste. Donc on pourrait dire qu'on a un racisme de droite et un racisme de gauche. Je m'explique. Il y a quelques années, avec notamment la mort de George Floyd aux États-Unis, on a réembrasé le monde en soulignant le côté raciste des institutions, et on a beaucoup parlé notamment de racisme systémique. Alors le racisme en général, on arrive à savoir ce que c'est, hein. C'est un système de pensée dans lequel il existe des groupes humains qui ont des différences génétiques et morphologiques importantes. Jusque-là, et ça s'appelle aussi la science, malheureusement. Par contre, la particularité du racisme tel qu'il est décrié, c'est le fait qu'il entraîne une hiérarchie entre les groupes humains, et donc de la discrimination. En effet, scientifiquement, ça n'est pas parce que les individus de tel bassin ont de plus longues jambes ou une peau plus noire ou plus blanche qu'ils sont mieux ou moins bien que les autres. Ils sont peut-être mieux adaptés à leur région, mais ils ne sont pas mieux dans l'absolu. Hein. Sans discrimination, le racisme ne serait qu'un avatar. Enfin, sans discrimination et donc sans hiérarchisation. Donc le racisme systémique, c'est quand ce racisme au sein de la société va donner une différence de traitement et surtout une différence de décision sur la façon dont les choses sont traitées. Si un individu d'un certain type de peau est refusé par un propriétaire raciste dans un logement, on n'est pas dans le racisme systémique. Si par contre le système dit oui, le propriétaire a eu droit et a eu raison de refuser monsieur parce que monsieur a une couleur de peau très prononcée, mais qu'il dit par contre il n'aurait pas pu refuser monsieur un tel qui lui est beaucoup plus clair, là on est dans un racisme systémique. Ça a son importance. Et ça a une grande importance pour la suite. Donc, actuellement, nous avons deux sons de cloche. Nous avons un son de cloche assez traditionnel. Alors, assez traditionnel, attention, ce n'est pas, encore une fois,
parce que vous avez des points de vue traditionnalistes sur beaucoup de choses, je ne sais pas, par exemple, parce que vous considérez que la monarchie est une bonne solution, vous pouvez très bien être monarchiste et ne pas du tout avoir de problème avec le fait d'avoir une Florence black, blanc, beurre, jaune, rouge, verte, comme vous voulez. C'est pas un souci. Après tout, on peut très bien soutenir ces idées-là sans avoir besoin de soutenir une différence entre les races. Mais c'est pas le problème. Donc, vous avez ce qu'on pourrait appeler le racisme conservateur classique, qui est mon groupe, nous sommes les meilleurs, donc ceux qui me ressemblent sont les meilleurs, les plus beaux, les plus ceci, les plus cela. Ceux qui ne me ressemblent pas sont autre chose. Et donc, je n'aime pas celui qui ne me ressemble pas, celui que je peux opposer. Ça, c'est le racisme pur et dur, traditionnel tel qu'il est décrit. Et ce racisme-là va exister, en fait, à différents niveaux. Et peu importe qui est l'émetteur et qui est l'objet, c'est le même racisme. Nous sommes en France. Donc, si les petits blancs cathos, puisque c'est de ça qu'on parle, sont contre le fait d'avoir des noirs ou des musulmans, nous sommes dans un racisme conservateur. De même, celui qui sera d'un autre groupe, noir, maghrébin, musulman, même bouddhiste, pourquoi pas, et ne souhaitera pas se mélanger ou fera une différence avec d'autres, même s'ils sont blancs et catholiques, fera aussi preuve du même racisme conservateur. La différence est qu'il sera peut-être en infériorité numérique. Par contre, il fera preuve du même racisme conservateur. Donc, il est de bon ton de dire il faut refuser ces gens-là. Jusque-là, personnellement, je n'ai aucun problème avec la couleur des gens, avec leur ethnie, avec leur culture, tant qu'ils ne cherchent pas à me l'imposer outre mesure. Alors pourquoi outre mesure ? Parce qu'il faut quand même qu'un peuple ait une certaine unité, donc il faut quand même qu'on éduque les gens. Alors, il y a deux solutions. Soit on éduque les gens pour faire avancer les choses, et dans ce cas, on cherche à arriver à quelque chose d'intermédiaire. Si par exemple on remet en cause la question du mariage, ben, il faut voir dans quel sens on la remet en cause. Vous voyez, il y a quelques années, les relations sexuelles hors mariage étaient un gros problème pour la République française. Puis c'est devenu normal, on a monté le concubinage. À l'heure actuelle, on a dégradé, dans le sens où on a modifié le mariage, qui était, par l'héritage de nos institutions, quelque chose de sacré et donc qui devait durer à vie. On l'a dégradé pour faciliter justement le divorce, et on l'a dégradé aussi pour donner d'autres types d'unions civiles. Donc, on peut toujours discuter du mariage, savoir entre qui et qui il s'applique, et on pourrait discuter de savoir si on ne va pas, un de ces jours, rentrer dans la polygamie et la polyandrie. Enfin, le fait d'avoir plusieurs partenaires légaux, ouais, peut-être. Bon, après, encore une fois, je n'ai pas dit que c'était mon choix, je dis pas que c'est ça, je parle d'un exemple. Mais effectivement, nous avons le standard de normalité d'avoir un seul partenaire, d'avoir un seul partenaire de vie, légal, hein, c'est ce que j'allais dire. Nous avons le choix d'avoir un seul partenaire avec lequel nous avons la reconnaissance automatique des enfants, etc. etc. Bon. Mais on peut très bien en discuter. On peut très bien en discuter et dire, mais en fait, pourquoi on n'en a pas plus ? Pourquoi on n'en discute pas ?
soit parce que c'est pas l'urgence, soit parce qu'il y a différents débats de fond plus importants à faire. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème de base, c'est que actuellement, notre loi ne reconnaît qu'un seul époux, une seule épouse. Donc, à l'heure actuelle, on peut discuter de ça, mais on ne peut pas l'imposer ni ramener plusieurs épouses en voulant leur donner le même titre. Ce n'est pas possible. Bon. Là, vous avez la différence entre fonds communs culturels et discussion. Si j'arrive en disant « je propose le débat », pourquoi je ne pourrais pas? Qu'est-ce qui en empêche? Est-ce que la loi ne doit pas évoluer? On est quand même beaucoup à penser ça, etc., etc. On fait varier les lois. Bon. Là, je suis dans du progressisme. Si par contre, j'arrive en disant, on a toujours fait comme ça, il faut faire comme ça, il est impossible de changer, je suis dans du conservatisme. Mais, si je change de pays et qu'en arrivant dans ce pays, j'impose qu'on fasse tout comme je le fais, je suis aussi dans un conservatisme, et je suis dans un conservatisme de conquête. Et il est normal que dans le pays en question, on refuse que je vienne imposer mon point de vue. Revenons à la question du racisme. Donc, on a parlé du racisme conservateur tout à l'heure, et même conservatoire. Et bien, en face de ça, on voit arriver un racisme qu'on va dire progressiste, car en général, ce sont les progressistes qui en font preuve, qui est un racisme, alors, ça fait partie du racisme paternaliste, mais c'est un racisme qui va s'orienter vers le progressiste, puisque dans le racisme paternaliste, tout ce qui est paternaliste, c'est prendre la place du père, et donc, ou pourquoi pas de la mère si on veut, hein. Mais dans le paternalisme, il y a un côté bienveillant, mais un côté bienveillant par la supériorité. Lorsque vous agissez pour un enfant, vous agissez parce qu'il est trop jeune, trop petit, pas assez fort, etc., etc., et que c'est votre rôle de le défendre. Votre père, il peut vous ordonner ou il peut vous protéger. Donc, dans le racisme conservatoire, il y aura éventuellement le fait de dire « il est moins bon, donc c'est mon droit, donc c'est moi qui commande ». Dans le progressiste, le pauvre est brimé. Hein? L'autre, celui qui n'est pas de ma couleur, est brimé. C'est à moi de l'aider. Pourquoi c'est à moi de l'aider? Parce que je suis privilégié. Parce que je suis plus fort. Parce qu'il n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Et là, en fait, on parle sur une espèce de définition cyclique, où on repart dans les mêmes travers. Peut-être avec d'autres modifications, mais on repart dans les mêmes travers. Et ça, on l'a constaté au moment de Black Lives Matter. Lorsque vous voyez 4 ou 5 petits blancs, excusez-moi de le dire, hein, et donc des individus qui sont blancs, qui ont une morphologie dont on se demande comment ils tiennent debout, qui se mettent devant une assemblée de manifestants noirs. Ça, c'est pas un problème qu'ils soient noirs, mais dans le cas présent, c'était effectivement les noirs qui étaient censés défendre leur vie là-dedans. Donc ils se mettent devant eux, sachant que le premier rang qu'on voit derrière eux, on a l'impression d'avoir l'équipe des All Blacks gonflée aux stéroïdes, et si on veut rentrer dans le cliché armé, mais je suis pas en train de dire qu'ils étaient armés ou pas, mais ils avaient plus des allures à être prêts à en découdre. On avait un petit peu l'impression de voir un troupeau de souris vouloir défendre des éléphants. Qu'est-ce qui leur a fait penser
que ces gens derrière eux avaient besoin de leur aide physique. Je ne parle pas du soutien, je ne parle pas de manifester. Très honnêtement, on aurait vu ces petits ou ces gros blancs, on s'en fiche, peu importe les biceps, défiler avec eux pour soutenir le mouvement, c'est très bien. Là, c'est très bien. Par contre, le fait qu'ils envisagent de les protéger physiquement, alors que ceux qu'ils veulent protéger sont physiquement beaucoup plus aptes à se protéger eux-mêmes, voire sont susceptibles de les écraser s'ils se retournent, il y a quand même quelque chose. Alors, il y a soit quelque chose de profondément virtuel qui est dans la valeur symbolique. La valeur symbolique, par contre, il faut être prêt à mourir. Parce que la symbolique, elle protège de rien. Soit, eh bien, on est dans une illusion qui est de penser que, enfin, qui est d'avoir tellement entendu qu'on était un blanc privilégié, etc., qu'on imagine qu'on ne risque rien. On imagine que les flics ne vont pas tirer parce que y a des blancs devant. Eh bien, ce point de vue-là est aussi un racisme. On part du principe qu'on est meilleur et que c'est notre boulot de protéger les autres. Or, pour protéger les autres, il faut être en état. Si la seule qualité que j'ai pour protéger les autres, c'est d'être blanc, ça ne rime à rien. C'est je m'estime à ce moment-là meilleur. Et donc là, on tombe dans un racisme progressiste. Et ce racisme progressiste, on l'a vu arriver lorsque certains dirigeants d'associations qui, eux, étaient blancs, ont organisé, pendant diverses manifestations, des assemblées générales non mixtes. Non mixtes racialement. Elles étaient interdites aux blancs. Le problème, c'est qu'elles étaient interdites aux blancs pour des problèmes concernant la communauté. La communauté globale. Blanc plus autre. Comme si le blanc en lui-même, par sa simple présence, intimidait tout le monde et que ces gens avaient trop peur pour parler. Trop peur. Quand vous êtes en majorité. Ou alors, dans ce cas, peut-être, que c'est considéré qu'on n'est pas à sa place. Hein ? Et pourquoi on n'est pas à sa place ? Parce qu'on ne fait pas partie de la communauté ? Donc, si on ne fait pas partie de la communauté, ça veut dire que ces gens-là sont à part. Mais pourquoi ils sont à part ? On veut les intégrer. Pourquoi on les met à part ? Ils sont différents de nous ? Donc tout le problème est là. Alors après, attention, je parle de l'Assemblée Générale non mixte dans des problèmes de communauté. Par exemple, quand on parlait de faire des blocages de fac, quand on parlait d'organiser des manifestations, je ne parle pas de l'Assemblée Générale non mixte d'une association, par exemple, de défense des droits de telle ou telle ethnie, ou des victimes de violences. Une association qui défend contre les violences raciales, on peut comprendre qu'elle fasse des réunions non mixtes, puisqu'on parle à des victimes. Et qu'on veut défendre les victimes. Donc, qu'on demande à des gens qui sont des victimes de se réunir entre eux tranquillement, sans être confrontés à des gens qui peuvent ressembler éventuellement à leurs agresseurs, ça peut se comprendre. Par exemple, je me verrais très mal, moi,
aller imposer ma présence à des femmes victimes de viol si elles ont du mal à parler. Et c'est là, dans le cas présent, parce qu'il y a un traumatisme et qu'on peut admettre que ce traumatisme c'est là parce qu'il y a un traumatisme et qu'on peut admettre que ce traumatisme va les empêcher de formuler certaines choses. En revanche, si le traumatisme est assez passé pour qu'elle m'accepte en séminaire et qu'on aille manger au restaurant ensemble, je ne vois pas pourquoi je laisserais décider entre elles, à part la galanterie, la vieille France, ce que vous voulez, mais je ne vois pas pourquoi elles seraient incapables de discuter avec moi du choix du restaurant. Vous voyez la nuance ? Ou même du choix des horaires, ou même de comment on rentre, ou même de qui va dans la voiture de qui, etc. etc. Moi, je veux bien admettre que les groupes de parole de victimes ne soient pas mixtes, et heureusement qu'elles ne le sont pas, parce que c'est vrai que là, on est en train de traiter le traumatisme, on est dans quelque chose de psychologique, de psychiatrique. Par contre, lorsque vous faites une assemblée générale non mixte pour un problème communautaire, le non mixte est un racisme. De toute façon, de base, il l'est. Vous discriminez les gens sur leur couleur de peau. Ou, éventuellement, sur leur sexe, etc. etc. Et cette discrimination, c'est pas une discrimination positive, contrairement à ce que disent certains cons. Cette discrimination, elle est raciste. Seulement, c'est une discrimination qui peut être conservatrice ou progressiste. Elle est progressiste si ce sont ceux qui estiment être en force qui se discriminent eux-mêmes. Elle est conservatrice si ceux qui sont en force discriminent ceux qui ne leur ressemblent pas. Par contre, il ne faut pas oublier que ce racisme progressiste, c'est un racisme qui est extrêmement néfaste, dans le sens où il présuppose un rapport de force presque encore plus fort. C'est un rapport de force paternaliste, et c'est un rapport de force pratiquement de droit divin. Je pars du principe que je suis beaucoup plus fort que lui, et donc que je peux absorber ses erreurs éventuelles, et je pars aussi du principe que je suis tellement intimidant que moi tout seul, je suis une gêne pour lui. Voilà ce qui rentre. Voilà quel est le résultat de ce type, et voilà voilà quelles sont les implications de ce type de manifestation. Et accessoirement, on peut rentrer dans dans d'autres biais. Parce que, notamment sur les réseaux, cette tendance à vouloir impérativement défendre les victimes supposées du système amène à se comporter de la même façon. On a tous entendu parler du mansplaining. Un homme qui explique à une femme quelque chose parce que c'est une femme et que tu comprends, une femme, elle ne peut pas comprendre. Donc il faut que je t'explique mieux. Oui. Effectivement, c'est vrai que si l'homme considère qu'en tant qu'homme, il connaît mieux le problème que la femme, sauf s'il s'agit du problème de se raser la barbe, qui est un sujet dans lequel beaucoup de femmes n'ont pas beaucoup d'expérience. J'ai bien dit beaucoup, hein. J'ai pas dit toutes. Parce que dans les femmes qui ont l'expérience dans le fait de se raser la barbe, enfin, de raser des barbes, il y a les coiffeuses barbiers et toutes celles qui ont aidé leur mari ou leur petit ami ou leur frère ou leur père ou peu importe, qui étaient pas bien, enfin qui ne pouvaient pas se raser pour X ou Y raison, ou qui était un connard machiste.
il y a les coiffeuses, et puis dans l'expérience de se raser la barbe, celles qui ont changé de genre, voire de sexe, pourquoi pas. Il y en a sûrement. Par contre, pour la plupart des femmes, se raser la barbe à soi-même, c'est un domaine où on n'a pas d'expérience. Et on peut avoir une expérience projetée. Donc, je ne vais pas dire assumer, qui serait le mot anglais, c'est pas ça, mais partir du principe qu'en tant qu'homme, on est meilleur pour se raser la barbe, enfin on se connaît mieux dans le rasage de sa propre barbe qu'une femme, c'est pas totalement délirant. Maintenant, si on parle de course à pied, de conduire une voiture, de goûter le whisky ou de n'importe quoi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison intrinsèque de s'y connaître mieux. Se gratter les testicules, par exemple, oui, c'est un truc qui est très humain, qui est très masculin. Et une femme ne peut pas se gratter les testicules. Enfin, pardon. Une femme biologique ne se gratte pas les testicules. Maintenant, à part dans ce domaine-là, c'est vrai que expliquer quelque chose à une femme parce que je suis un homme, non. Par contre, l'homme en question, il peut être médecin, pilote automobile, mécanicien, prof de tricot, et dans ce cas, il peut avoir une qualification qui n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou pas, qui lui permet d'expliquer quelque chose. À ce moment-là, on n'est pas dans le mansplaining. De la même façon, on peut ponctuellement avoir un secours qui est donné, qui est un secours circonstanciel, où quelqu'un va estimer du coup de l'œil le rapport de force en place et venir à l'aide d'un des participants. Je suis à la terrasse d'un café et je vois à côté de moi un type très agressif avec une fille qui a l'air de faire la moitié de son poids. Ne connaissant ni l'un ni l'autre, je ne peux pas savoir qu'elle est prof de Krav Maga et qu'elle est tout à fait capable de le plier façon César. Je le sais pas. Je le sais pas. Donc, si j'estime pouvoir l'aider contre un potentiel agresseur, il est normal que je décide de m'y mettre. Et c'est absolument pas lié au fait que ce soit une femme ou non, c'est lié à des caractères physiques. Étant dans le cas présent qu'elle fait la moitié de son poids, la moitié de sa taille. Alors oui, je ne sais pas effectivement non plus ce que lui fait, donc s'il faut, lui aussi est champion de Krav Maga, et donc il pourrait la démonter, et il va certainement me démonter moi, peut-être, c'est possible, mais en tout cas sur le coup, l'estimation rapide et instinctive du rapport physique m'a fait dire que il valait mieux que je l'aide, et de la situation. Bon, sachant que ce rapport de violence peut aussi être simplement désamorcé par le fait qu'il y a des témoins qui arrivent. Le fait que j'arrive et que je dis « Oh, du calme », le mec se rend compte que... peut se rendre compte de beaucoup de choses, y compris le fait que, ben oui, elle sera pas toute seule, ben oui, ça va être enregistré, ben oui, ça va être su, ça... Bref, c'est pas la question là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas présent, ce comportement-là n'a rien à voir avec un comportement classiste. Hein. Je ne la classe pas comme une femme, donc comme faible. J'estime, avec les données que j'ai sous la main, la situation, et j'agis en fonction de ce que m'inspire la situation. Mais à côté de ça, je pourrais aussi vouloir systématiquement jouer les redresseurs de tort. Si tu veux systématiquement jouer les redresseurs de tort, c'est que tu t'estimes dans ton rôle. Pourquoi tu t'estimes dans ce rôle-là? C'est la question de base.
Donc, pour en revenir au sujet principal qui est là, qui est ce problème de discrimination. En fait, comme j'ai dit, discrimination conservatrice. La discrimination conservatrice, c'est j'ai la force. Donc, tous ceux qui ne sont pas comme moi, je les rejette. Et par contre, la discrimination, que certains vont dire positive, mais qui ne l'est pas du tout, qui est la discrimination progressiste, c'est j'ai la force. Donc tous ceux qui ne sont pas comme moi, je leur donne la priorité, parce que je suis fort, parce que je suis beau, parce que je suis grand, parce que je suis meilleur qu'eux. Il faut quand même avoir un sacré melon pour entrer dans la discrimination progressiste. Mais dans tous les cas, la discrimination progressiste, ce n'est pas l'égalité. Et la discrimination progressiste, elle va donner lieu à deux choses. Déjà, elle va donner lieu à tous les problèmes qu'on a dans une discrimination qui n'est pas liée sur des critères concrets. Que vous disiez que les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans un manège à moins d'1,50 m pour des raisons physiologiques, c'est basé sur un critère concret. Que vous ne donniez pas de codéine aux gens qui n'ont pas la bonne enzyme pour les digérer, enfin pour la transformer en morphine, ou que vous ne donniez pas de codéine à ceux qui sont des métaboliseurs rapides et qui du coup se trouvent à faire une overdose de morphine avec la même dose que le voisin, c'est une discrimination qui est basée sur un paramètre concret. Et sur un paramètre pragmatique, en fait. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous n'allez pas non plus donner un allergène à quelqu'un que vous savez allergique. Pourtant, c'est une discrimination. Mais c'est une discrimination qui a des causes concrètes et qui a des causes pragmatiques. Par contre, le discriminer parce qu'il n'est pas comme vous, parce qu'il n'est pas beau, parce que si c'est un autre problème. Et donc toutes ces discriminations-là, qu'elles viennent de conservatisme ou de progressisme, elles sont aussi négatives. Sachant que dans le deuxième cas, c'est limite pire, parce qu'il est impossible, enfin, limite, parce que dans le deuxième cas, on se crée une supériorité là où elle n'est pas. Le premier système de raisonnement peut être brisé, en fait, ou en tout cas érodé, par le fait de montrer que ça marche. Le deuxième cas ne sera jamais érodé. Parce que dans le progressisme, je leur ai donné leur chance, c'est moi qui les ai fait monter. Donc ça reste moi le meilleur. Non, c'est pas moi le meilleur. Ils étaient capables de s'en sortir. Ils étaient capables de s'en sortir. Ils s'en sont sortis sans moi. Et comme ils s'en sont sortis sans moi, c'est pas la peine que je les aide plus. Mais non, il faut que je les aide quand même. Je parle souvent des tirailleurs sénégalais. C'est vrai que quand les Français ruraux ont vu arriver en 14 des troupes indigènes, alors dites indigènes, donc des troupes coloniales, noir charbon, ils se sont posés des questions. Alors contrairement à ce qu'on raconte parfois, non, on les a pas envoyés en première ligne, on les a pas, enfin, pas plus que les autres plutôt, on les a pas moins bien traités que les autres, on les a déjà assez mal traités nous, donc c'est sûr qu'on les a pas forcément traités mieux, mais c'est non. Mais surtout, les troupes coloniales ont réussi à gagner le respect de ceux qui se battaient avec eux. Parce que même celui qui arrivait en se disant « Qu'est-ce que c'est que ces noirs? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce que... » Bah, quand on a nettoyé 2-3 tranchées, efficace, hein? Efficace. Clair. Alors, ça veut pas forcément dire que les gars avaient arrêté de penser que les gars mangeaient des enfants ou qu'ils avaient envie de leur présenter leur fille. On n'était pas là. Quoique, si on remonte historiquement plus loin, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, on va pas aller jusque-là. Par contre, ce qui était sûr, c'est que le respect était gagné par les actes. Alors que si vous arrivez et que vous dites
Non, 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 il faut une discrimination positive. C'est-à-dire, les troupes noires, il faut qu'elles soient dirigées par des noirs, hein, d'accord? Ah, ils sont efficaces, les noirs, hein. Bah oui, oui, mais en même temps, attendez, c'est nous, hein, qu'on leur donne leur chance aux noirs. Non. Ça ne marche pas, et on est dans quelque chose d'encore plus toxique. Et en plus de ça, on brise en même temps cette confiance. Et d'ailleurs, on arrive à quelque chose de parfaitement schizophrène lorsqu'on est dans cette discrimination progressiste, qui est que d'un côté, on s'estime vachement bon, ah oui, puisque on les aide, hein, les pauvres. C'est que nous, on est avec la supérieure. Mais par contre, on passe son temps à proférer le fait qu'on est une classe qui est de la merde. Ben oui. Regardez, moi là, hein. Je discrimine les hommes blancs. Pourquoi je discrimine les hommes blancs? Alors que j'en suis un. Ben, il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'en vrai, je ne suis pas un homme blanc. Je suis quelque chose de bien supérieur. Un éveillé. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que je remets en cause tout le reste et que, au bout d'un moment, si je remets tout en cause, je ne peux plus fonctionner. Alors attention. En réalité, si je remets tout en cause, je vais très rapidement me rendre compte que ça marche. Hein? Comme je disais tout à l'heure, comme je disais il n'y a pas si longtemps, vous avez un pont. Vous pouvez remettre en cause le fait de traverser le pont en marchant. Par contre, vous allez traverser une fois à la nage et puis vous allez dire le pont c'est plus pratique. Voilà. La remise en cause, c'est ça en réalité. La remise en cause, la vraie, l'intelligente, c'est se dire est-ce que j'ai bien fait? Il y a trois réponses possibles. Oui, non, peut-être. Si vous avez un non ou un peut-être, vous allez réfléchir à une autre façon. Si vous avez un oui, fin du débat. J'aurais dû faire ça, oui, bon, je me suis remis en cause, j'ai confirmé. Non, je me suis remis en cause, je modifie les choses. Peut-être, je me suis remis en cause, pour l'instant ça va, mais si j'ai mieux, je modifierai. Mais pour ça, il faut que mes positions permettent la remise en cause. Pour qu'elles permettent la remise en cause, il faut que cette remise en cause ne soit pas maladive. Là, j'ai annoncé un poids tout à l'heure, je ne me suis pas refoutu sur la balance immédiatement pour vérifier que mon poids était bon au gramme près, parce que de toute façon, ça ne changeait rien à la problématique. Et il ne faut pas non plus que cette remise en cause soit faussée et rentre dans une boucle. Le fameux pari imperdable, comme je vous disais tout à l'heure. Le fait de se mettre dans une posture où non mais je les protège, je leur donne leur chance. Donc en gros ça veut dire que s'ils montrent qu'ils sont meilleurs que moi, ça me permet quand même d'être meilleur qu'eux moralement.